Il existe de nombreuses façons de lutter pour des avancées de justice sociale et écologique. Ces dernières années, nous avons assisté à la perte de nombre de nos droits fondamentaux, à la montée de l'extrême droite et aux pensées fascistes, racistes, queerphobes, à la dégradation de nos services publics, à une instabilité politique sans précédent d'un gouvernement qui passe des lois en force à coups de 49.3. La dissolution de juin dernier aura fini de nous plonger dans ce climat antidémocratique. Alors que faire, nous, petits artistes, nous, publics? Quelles sont les possibilités pour nous, petites fourmis dans la fourmilière, pour tenter de contrer tout ça? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode numéro 61 de L'Alame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Louise MS et je suis photographe et vidéaste indépendante, basée à Lyon. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux actrices de la culture qui tentent de faire bouger les choses. On va voir ce qui est possible à plus ou moins grande échelle. On va passer en revue plein d'outils et de façons de s'engager en fonction de ses possibilités. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que L'Alame vit et se développe grâce à vous. Rien ne serait possible sans vos partages, sans votre soutien sur les réseaux, ainsi que sur la page Tipeee. Alors si vous connaissez des personnes à qui cet épisode pourrait parler, n'hésitez pas à lui envoyer. Merci pour votre soutien et je vous souhaite une très belle écoute. On est assailli de toutes parts par des actualités horribles à longueur de journée. Montée de l'extrême droite, Palestine, Congo, Soudan, Yémen, Ukraine et j'en passe. Trump, crime raciste en France. Trump, précarité. Crime transphobe, Trump. Changement climatique, budget Bayrou, Trump. Il y aurait tellement de choses encore à ajouter à cette liste. C'est la cata, et ça on peut le dire. J'ai l'impression qu'on ne sait même plus si on va finir par mourir de chaud ou de guerre. On ne sait pas combien d'années il nous reste dans cette vie un peu instable, mais on sait qu'il y en a qui ne l'ont déjà plus cette vie et depuis longtemps. Cet entre-deux encore à peu près confortable. Il y a tout qui s'effondre et nous on est là à essayer de vivre de notre métier, impuissants, impuissantes, déprimés. On s'en veut de vouloir améliorer notre condition alors même qu'il y a tellement d'autres combats à mener. Alors comment améliorer les conditions de notre secteur et en même temps se battre pour des luttes plus globales? Comment faire? Où mettre la tête? Par quoi commencer? Que l'on milite depuis longtemps ou qu'on commence à s'y intéresser, j'ai l'impression qu'on est tous largués. Quand on n'est pas familier avec certains modes d'engagement, le collectif, le syndicalisme par exemple, ça peut faire peur, et à raison. Peur de faire mal, peur du jugement, de ne pas avoir les codes. Et il faut le dire, il y a du jugement et de l'animosité aussi dans les luttes. Des personnes qui vous expliqueront que c'est pas le bon mode d'action, que c'est inefficace, qu'il n'y a qu'une bonne façon de lutter ou de penser, des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, dans la forme ou dans le fond, et parfois évidemment à raison. Se comprendre, se lier, lutter, exprimer, visibiliser nos vécus, nos identités, tout cela avec nos possibilités, c'est pas évident. Il y a un besoin urgent de répondre à quelque chose qui paraît si loin, si immense, de mettre fin à ce système qui se casse la gueule, à ce système qui écrase, à toute cette souffrance collective. Mais comment faire encore ? Par où commencer ? Comment faire quand on a l'impression que tout nous échappe, que tout va trop vite, que l'on est minuscule, que l'on est impuissant, et que quoi qu'il arrive, on n'y arrivera pas ? Ce qui est sûr, c'est que la neutralité n'est pas une option. La neutralité n'existe pas. Être neutre, c'est ne pas être en désaccord avec ce qui se passe, et c'est être du côté de l'oppresseur. Notre quotidien est politique, notre travail est politique. Ma volonté ici, c'est de dire que justement, je pense qu'au lieu d'être une tare, cette responsabilité de devoir se positionner, de devoir s'engager pour nos idées, ça peut être un vecteur d'empouvoirment collectif. Ça peut être un vecteur d'épanouissement, de soin, d'espoir, d'amour, de solidarité, de confiance en le collectif. Et parfois, il suffit de pas grand-chose. Aujourd'hui, j'avais envie d'un peu d'espoir, d'un peu de positif. J'avais envie de concret, d'outils, de choses existantes. J'avais envie d'inspiration. Alors, j'ai juste regardé autour de moi. J'ai noté toutes ces choses que les personnes que je suis font au quotidien. Toutes ces choses que les personnes mettent en place pour s'engager à un niveau plus ou moins énergivore en fonction de ce qu'elles pouvaient donner. Et ce que j'ai retenu, c'est que des personnes inspirantes, il y en a partout. Des personnes qui essaient, il y en a beaucoup. Et surtout, toutes les façons de faire sont louables et importantes. Bon, évidemment, c'est à nuancer, mais voilà. J'avais envie de faire un petit tour d'horizon non exhaustif de ce qui est possible.
J'espère que ça pourra montrer à celles qui n'osent pas qu'il y a des premiers pas accessibles et faciles à mettre en place, et aux autres des idées supplémentaires si elles en ont besoin. N'hésitez pas à partager cet épisode pour que ces outils tournent et qu'ils servent au maximum. Cette liste est évidemment non exhaustive, il y a plein de choses que je n'aurais pas pu prendre en compte dans cet épisode, donc je vous invite à me partager également en commentaire toutes les choses que vous voyez et qui d'après vous ont un impact fort sur la lutte. Le tout premier pas, je pense, c'est l'information. S'informer, c'est le nerf de la guerre. Je pense que tout commence par la prise de conscience. Alors comment savoir à quel journal se fier, à quel média se fier pour avoir des informations fiables ? Perso, je choisis des journaux qui partagent leurs sources et qui invitent un public scientifique, ainsi que des personnes concernées par les sujets qu'elles mettent en avant. Les journaux que je consomme le plus au quotidien sont Blast, Mediapart, Histoire Crépus, Street Press, Le Média, l'Humanité, mais il y en a évidemment plein d'autres. Mais il y a aussi d'autres personnes qui partagent l'information. Au-delà des médias, il y a des personnes qui font des documentaires par exemple, ou il y a des personnes engagées qui partagent du contenu sur les réseaux sociaux, toujours sourcés et recherchés sur des luttes. Je pense par exemple à Camille Etienne, je pense que c'est un très bon exemple, qui fait du documentaire, qui partage des ressources et des infos sur les réseaux et qui appelle en fait à des campagnes d'investissement politique sur certaines idées, notamment dernièrement les PFAS, il y a eu le fonds des océans aussi avec Claire Arnouvian, et en fait elle va aller interpeller des élus, elle va faire un travail politique en dehors des réseaux et sur les réseaux, tout en informant les gens, en faisant notamment des courts-métrages autour de ces questions, dans lesquels elle fait intervenir des scientifiques et elle fait de la vulgarisation en fait de travail scientifique. Je trouve que c'est un très bon exemple parce que voilà, elle touche un peu à toutes ces sphères-là. Je pense aussi à Nesrine Slaoui par exemple, qui est éditorialiste politique, réalisatrice, autrice. Je pense aussi à Aggressively Trans, autrice, conférencière et formatrice sur les questions de genre, qui parle notamment de transidentité du coup sur ses réseaux. Je pense à Morgane Noam, auteur, psychologue et formateur diversité, genre et sexualité, qui parle notamment aussi des questions trans dans des livres et aussi sur ses réseaux. Je pense à sid.uzl sur Instagram, qui est éducatrice spécialisée, qui parle d'antiracisme, de décolonialisme notamment, mais aussi de féminisme et de lutte sur ses réseaux. Je pense à Over the Rainbow, qui parle féminisme et lutte queer principalement. Voilà, il existe plein de monde pour créer de l'information et partager du savoir et en prendre conscience, c'est déjà génial. Il existe aussi évidemment un grand nombre de bouquins et de documentaires si vous voulez aller plus loin. Une fois qu'on a cette information, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus difficile de ne rien faire. Le savoir donne conscience des possibilités, des logiques de domination et donne envie de s'en émanciper. Alors, en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour contribuer ? Comme on l'a dit, l'information, c'est une des clés essentielles. On peut donc la partager, premièrement. C'est pas forcément évident de s'exprimer publiquement sur un sujet. Déjà, il y a des personnes que ça met plus en danger que d'autres, des personnes qui n'en ont pas la possibilité, ou des personnes qui se sentent pas légitimes à le faire parce que c'est pas évident de parler d'un sujet qu'on n'a pas l'impression de maîtriser de A à Z. C'est important, je pense, de le rappeler et c'est pour ça que ça sert à rien de se juger. Je pense que c'est pas très constructif. Si on se sent pas de parler nous-mêmes d'un sujet, on peut partager le contenu de personnes dont c'est le métier, comme celle que j'ai citée plus haut par exemple. Ça me fait penser à Pépin de Lune, c'est une illustratrice qui est bien connue de la scène des studios vlogs sur YouTube si vous suivez un peu cette sphère-là, moi j'adore. Et dans ses réseaux, sur YouTube par exemple, elle parle jamais de lutte en elle-même, elle fait ses élus et c'est incroyable déjà à suivre. Ou alors très rarement, mais j'ai pas souvenir en tout cas qu'elle en parle, elle, avec ses propres mots, voilà. Mais par contre sur Instagram, je la vois partager des pétitions écolo, des textes sur la Palestine, sur le budget Bayrou, sur plein de choses. Et elle partage du coup souvent des contenus de personnes engagées. Et franchement, ça fait du bien à voir, surtout venant d'une illustratrice qui a un peu percé. Je trouve que ça donne beaucoup de force et je pense que c'est le step numéro 1. Si on pouvait avoir plus de personnes qui passent ce step-là, et de personnes qui ont de l'influence aussi qui passent ce step-là, ce serait vraiment très agréable. Ensuite, étape 2, si jamais on se sent plus à l'aise, on peut nous-mêmes parler et faire de la pédagogie autour des thèmes qui nous tiennent à cœur. Ça permet de rendre plus accessible encore, je pense, l'information, de personnifier aussi
ces idées-là, ces pensées, et de montrer que voilà, nous, en tant que créateurs et créatrices, on porte aussi ces valeurs, ces luttes, et c'est important pour nous en tant qu'êtres humains intrinsèquement. Si je reprends l'exemple des studios vlogs, je dirais que c'est ce que fait par exemple Ectomorph ou Marie Boiseau. Dans certaines vidéos, elles prennent le temps d'expliquer des systèmes et de les décortiquer, souvent en rapport avec les problématiques autour de leur métier. Et voir que des illustratrices connues prennent la parole, ça donne, je pense, du poids à nos arguments et puis du relais. Si on part du côté du stand-up, par exemple, je pense à Swan Périssé, qui, en plus de s'engager dans son art, s'engage au-delà. Elle fait des interviews, elle fait des réels, où elle parle de certains sujets. Elle avait même créé toute une chaîne YouTube écolo il y a quelques années. Elle prend le temps de créer du contenu pédagogique et concret. Je pense aussi à des personnes comme Marwan Benlazar, qui a des nombreuses prises de parole en dehors de ses sketchs, et que je trouve très intéressant dans ses propos. Outil numéro 3, en tant qu'artiste, on peut évidemment intégrer nos valeurs à notre art. Souvent, c'est même assez naturel, qu'on le veuille ou non. Je pense que notre personnalité, notre façon de voir les choses ruisselle sur ce qu'on produit. Donc on peut intégrer nos valeurs à notre art pour leur donner un impact encore plus fort et se sentir aligné avec ce qu'on produit. Je pense par exemple à Medine, qui est un des premiers rappeurs dont la musique a accompagné mon adolescence, qui parle notamment de Palestine, mais aussi de violences policières, de précarité dans ses sons. Il est d'ailleurs déprogrammé de certains endroits en ce moment. Il y a un boycott autour de Medine qui est absolument dingue. Il y a certaines régions ou départements qui enlèvent des subventions et des festivals dans lesquels il va, seulement pour ses positions autour de la Palestine. Ce qui nous rend fous avec mes potes d'ailleurs, c'est que j'ai des potes qui sont partis à un festival où il y avait Medine, et le département avait enlevé une subvention à ce festival-là parce qu'il avait programmé Medine, mais le festival avait tenu et avait dit on fera sans ces sous-là et on va quand même prendre Medine. Donc voilà, ça c'est aussi un acte courageux à retenir. Et donc Medine était passé, et juste après, il y avait un groupe qui était génial, mais qui insultait la police, qui était hyper radical dans ses idées, et c'est ok. Mais c'était un groupe d'artistes blancs. Et ce groupe-là, par exemple, n'a jamais subi aucune menace comme le subit Medine, de boycott ou de baisse de subventions, de déprogrammation, etc. Ce groupe-là tourne et il n'y a aucun souci. Par contre, Medine, qui est du coup une personne racisée, qui parle de la Palestine, et là directement ça pose beaucoup plus problème. Et ça fait des années en fait qu'il est traité d'antisémitisme et de plein de choses, alors que quand vous écoutez les textes de Medine, il dit Free Gaza, il parle de paix, et là il se fait censurer quoi. Je pense aussi à Gaël Faye par exemple, qui parle de la situation au Burundi et au Rwanda dans ses livres et dans ses sons. Je pense à Fatima Awasak, qui en plus de faire un travail politique de terrain de tous les jours, incorpore aussi des sujets qui lui tiennent à cœur, comme la mémoire, les métiers invisibilisés, les violences policières au cœur de ses fictions. Je pense à Elsa Rakoto aussi, qu'on a reçue sur ce podcast. D'ailleurs, c'est un épisode que j'aime beaucoup parce que c'est une personne qui milite depuis longtemps et qui nous a partagé beaucoup de ressources dans cet épisode, donc je vous invite à aller l'écouter. Qui peint des femmes noires qui ont marqué l'histoire et qui peint les diasporas noires avec un regard afroféministe. Je pourrais continuer cette liste indéfiniment, mais je pense que ce serait un peu trop long. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que intégrer ses valeurs à son art, ça peut être aussi plus ou moins subtil. On n'est pas obligé de se restreindre à écrire uniquement des histoires de fiction autour de lutte. Le but, c'est pas d'écrire que des livres de gens qui partent en manif. On n'est pas obligé de se conditionner, de restreindre notre art et de réfléchir qu'en fonction de ça. C'est pas du tout la question. S'engager dans son art, c'est déjà juste questionner ses représentations, prendre du recul, interroger ses personnages, son scénario, et se demander quel impact aura notre production sur les personnes qui vont le regarder. Et je pense que déjà juste ça, ça fait qu'on va écrire des histoires aussi beaucoup plus en conscience. Outil numéro 4, justement, je pense que la première révolution, c'est celle que l'on fait dans sa propre vie. Révolutionner son travail, remettre en question ses comportements et appliquer ces choses-là. Et appliquer des nouvelles façons de faire au sein de ces événements et productions, se demander pourquoi j'embauche tel type de personne, tel type de personne. Avoir un bien-être au travail aussi, donc respecter
Voilà, les horaires de ses employés, les prévenir en avance, s'assurer qu'ils sont dans un endroit dans lequel ils se sentent bien, faire de la prévention aussi de discrimination sexiste et raciste, comme en ayant par exemple un ou une référente care ou des numéros à appeler en cas de besoin, des commissions VHSS ou de discrimination en général dans son établissement. Ça peut être plein de choses qui sont mises en place comme ça. Donc voilà, dans ma com, dans mes affiches, dans mes visuels, qu'est-ce que je mets en avant? Est-ce que je mets en avant toujours le même type de personne ou pas? Niveau écologie aussi, dans la mesure du possible, évidemment, mais arrêter, je sais pas, d'acheter des gobelets en plastique à usage unique sur ces événements, c'est quand même simple à mettre en place maintenant. Et recycler des décors, se sourcer en seconde main plutôt que sur Amazon. Dans nos fournisseurs aussi, essayer de consommer le plus local possible si c'est dans notre budget. Et appliquer petit à petit au sein de son travail ce pourquoi on se bat, c'est déjà un grand pas. Et ça montre aussi que c'est possible et que c'est viable comme façon de réfléchir et de faire. Par exemple, on essaye de faire ça chez les copains, il y a plein de choses qui prennent énormément de temps parce qu'on essaye de faire les choses bien. Et je pense que le but, c'est toujours de se dire que on en apprend tous les jours. Et de dire qu'on n'est pas parfait et qu'on le sera jamais. C'est d'accepter justement cette imperfection et de la remettre en question et essayer d'avancer avec elle au mieux chaque jour en intégrant des changements par rapport au retour qu'on a eu pour améliorer les choses. Et parfois c'est pas évident et on peut pas toujours trouver des solutions tout de suite. Par exemple sur nos événements on avait déjà eu un retour comme quoi c'était bruyant alors que c'était quelque chose dont on avait déjà... alors que c'est quelque chose sur lequel on avait déjà essayé de faire des efforts. D'ailleurs on y avait pensé parce qu'on est pas mal à être sensible au bruit dans l'équipe et tout. Donc on s'était dit comment faire, on a essayé de mettre les choses en place, ça suffit pas du tout. Donc il y a des gens pour qui c'est encore trop bruyant. Et on peut pas forcément trouver de solution tout de suite, mais on essaye de réfléchir au futur, comment on peut intégrer ça dans notre façon de faire. Le but, c'est de pas blâmer si les choses ne changent pas tout de suite, mais c'est de réellement faire un travail de fond et d'effort pour que ces choses-là avancent le plus vite possible. Une des possibilités aussi, par exemple, c'est de créer des scènes pour mettre en avant des artistes qui sont moins bookés, plus minorisés. Là, je pense directement au collectif Oshumare qui est fondé par DJ Pom 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 et Satine qui mettent en avant les artistes afro-queer sur la scène lyonnaise, sur des DJ sets, des scènes drag, etc. C'est des choses qui sont hyper importantes et qui ont un impact concret sur la vie des artistes parce que ces personnes-là, du coup, ont plus de dates, ces personnes-là sont plus mises en avant, sont visibilisées, parce qu'elles sont invisibilisées à la base. Et ça a un double impact, c'est que ça a un impact sur les artistes concernés, parce que c'est des personnes qui, du coup, ont plus de dates, ça leur permet de travailler, d'avoir plus de taf, mais aussi d'être plus visibles, et de visibiliser aussi les valeurs qu'elles prônent, et de remettre en question le système lyonnais et son fonctionnement. Je pense que c'est des choses qui sont hyper intéressantes. En outil numéro 5, évidemment, le boycott. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être facile à mettre en place sur certaines choses, en tout cas au moins, et qui fonctionne énormément et qui est un très très bon levier, je trouve, de lutte. Par exemple, quand je parle de boycott, je parle tout le temps de BDS, donc de boycott des investissements sanctions, qui est un très bon exemple à mon avis. Donc BDS, c'est un mouvement qui existe depuis des années et qui est focus sur la guerre Israël-Palestine et maintenant le génocide palestinien. Et BDS lance des campagnes de boycott sur des marques précises pendant un temps précis, après avoir démontré que ces dernières soutiennent les actes du gouvernement israélien et de l'armée israélienne ou leur apportent carrément du soutien logistique ou financier, ou alors que ce sont des entreprises qui produisent leurs fruits, légumes, leurs matières premières sur des territoires colonisés. Ce qui je trouve est hyper impactant, c'est que vous pouvez voir sur leur site toutes les entreprises qui ont soit dû reculer dans leur prise de position, ou qui ont dû fermer, ou qui ont dû se désengager suite au boycott. Et je trouve ça très empouvoirant de voir
l'impact concret qu'a eu le boycott sur ça et le fait que ça a fonctionné, quoi. Vraiment que ça fonctionne et que ça a fonctionné. Si ça vous intéresse, du coup, la liste des marques qui sont à boycott en ce moment sont sur leur site aussi. Par exemple, niveau boycott, pour vous donner des idées, j'utilisais beaucoup Amazon avant pour mon travail, même si je savais que c'était pas bien, parce qu'il y a certains de mes emballages ou de mon matériel que je trouvais que dessus, et aussi comme j'étais crevée et que je courais absolument tout le temps partout, je m'y prenais souvent au dernier moment pour commander des trucs, et du coup il y avait que Amazon qui pouvait me livrer aussi vite. Et j'en suis pas très fière, mais bon, après je sais que j'avais pas le choix non plus, donc il faut pas se blâmer, voilà, on fait ce qu'on peut, on vit pas dans une grotte. Et il y a plein de choses encore aujourd'hui que je fais Enfin voilà, je donne de l'argent à des entreprises que j'aime pas, mais on fait ce qu'on peut. Mais cette année, du coup, je me suis dit, allez, on va essayer de boycott Amazon et on va, voilà, je m'autorise à l'utiliser seulement en cas d'extrême urgence. Et franchement, sans grand effort du tout, je suis passée d'une 12aine de commandes que j'avais faites l'année dernière à 0 pour l'instant cette année. Donc l'année n'est pas terminée, mais voilà, ça fait plus d'un an que je crois que j'ai pas commandé sur Amazon. Donc c'est déjà super chouette et j'en suis contente. Je me dis c'est toujours ça de moins dans des poches de personnes que j'aime pas. Voilà. Et j'en suis très contente. Pareil niveau boycott. Et d'ailleurs niveau boycott, BDS dit bien que c'est impossible de tout boycotter d'un coup. Encore une fois, on a des quotidiens tellement compliqués déjà qu'on fait vraiment ce qu'on peut. Alors Yale conseille plutôt de se concentrer sur 1 à 3 marques à boycotter à la fois et de choisir par exemple un boycott un peu difficile à faire, un boycott qui va nous prendre de l'énergie à faire et des boycotts plus faciles de marques qu'on n'utilise pas souvent et qui ne nous demandent pas d'efforts à boycotter. Pour moi, dans mes boycotts difficiles, il y a la fast fashion. Là, ça n'a pas rapport avec BDS, mais c'est pour surtout les conditions de travail des travailleuses, notamment venant du Sri Lanka, du Bangladesh, d'Inde, de Chine, parce que la plupart de mes vêtements que j'achetais en fast fashion venaient de là-bas. Et c'était après avoir vu le documentaire The True Cost que je vous conseille parce que je trouve qu'il est encore grave d'actualité. Et c'est des syndicalistes de ces usines-là qui nous disaient, s'il vous plaît, arrêtez d'acheter chez nous en fait. C'est notre seul moyen de pression, arrêtez d'acheter chez nous. Et quand vous voyez quelqu'un qui a survécu par exemple à l'effondrement du Rana Plaza, qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit ça, bon, j'étais en mode d'accord, j'écoute et je fais. Et ça, c'était honnêtement un boycott difficile parce que j'ai pas de sous. Voilà, j'ai pas d'argent, j'ai pas beaucoup d'argent du tout. Et du coup, m'acheter des vêtements made in France, c'est juste pas possible. Du coup, mon boycott, je le fais en fripe. Bah voilà, j'essaye de... Du coup, j'achète mes vêtements en fripe ou sur Vinted. Mais ça fait des années que j'ai pas acheté un t-shirt en fast fashion. Ça fait des années que j'ai pas acheté un jean en fast fashion ou des vêtements tout simplement, quoi. J'en suis contente aussi. Et dans les boycotts qui m'ont personnellement demandé moins d'efforts, mais ça dépend de chacun et chacune. Et par exemple, ce boycott-là peut être très difficile pour quelqu'un qui est vraiment accro. Mais j'ai facilement arrêté Coca alors que j'en buvais presque quotidiennement. Ainsi que les marques affiliées parce qu'il y a beaucoup de sodas qui viennent de Coca. Et au final, aujourd'hui, je m'en passe très bien. Dans les boycotts faciles, il y a des marques que j'utilise beaucoup moins, pas de façon quotidienne. J'ai par exemple facilement boycotté Starbucks. J'ai facilement boycotté les points relais dans lesquels j'allais quand j'allais à la gare. Maintenant, j'y vais plus parce que je ne veux pas donner d'argent à Bolloré. J'ai facilement boycotté Carrefour parce que j'ai la chance d'avoir un autre supermarché à la même distance. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui boycottent certaines plateformes, mais je trouve ça très important aussi. Malgré tout, pour l'instant, j'ai pas encore mis ça en place personnellement. Parce que après avoir fait des petites recherches, j'ai l'impression que toutes les plateformes connues sont détenues par les mêmes types de millionnaires, milliardaires avec les mêmes idées. Donc voilà, j'ai pas encore trouvé mieux que ce que j'utilise aujourd'hui. Il y a aussi des personnes qui se déprogramment de festivals ou qui boycottent des festivals. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles au niveau du boycott et je pense que c'est un très bon moyen de lutte perso. En autre outil, il y a le fait de profiter de toutes nos prises de parole publiques pour rappeler les luttes en cours partout et tout le temps. Par exemple, c'est ce qu'a fait aux Flammes Marwan Benlazar, dont je parlais plus haut, qui a fait un long discours sur la censure, sur la télé, sur le fait d'avoir aussi cette culture du rap, du hip-hop, de la musique urbaine à la télé, d'avoir des personnes racisées à la télé.
et du fait que pour lui c'était hyper important de le rappeler. Il disait que c'était aussi leur place à eux et qu'il fallait qu'ils la prennent. Et il a dit par exemple, je cite, on est indéniable. Fin de citation. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant comme façon de présenter les choses. C'est de dire que voilà, en fait, il faut qu'on en parle pour moi partout et tout le temps. De reprendre aussi le pouvoir sur nos paroles, sur notre place dans la société. Pour moi, ça passe par du coup, à chaque fois qu'on a la chance de prendre la parole quelque part, parce que c'est un privilège, c'est un nombre minoritaire de la société qui va prendre la parole en public. Moi, je suis persuadée qu'à chaque prise de parole, il y a moyen de glisser une ou deux petites phrases plus ou moins subtiles sur ce qui se passe en ce moment. Voilà, je pense que c'est facile à faire. Moi, je pense par exemple au forum Entreprendre la culture qui est à Lyon. C'est un grand forum qui est une sorte de rencontre d'acteurs culturels à Lyon. Je sais que quand j'y vais, moi, j'ai envie de parler politique parce que je comprends pas comment on peut parler de culture sans parler de politique de la culture. Et du coup, je suis toujours là à ramener ça. Et je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, parlons partout, en fait. Vraiment, faut qu'on parle à voix haute. Un autre outil, il y a le fait de faire des cagnottes aussi avec son art. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais reçu Print for Palestine l'année dernière. Terra Solidaire le fait aussi. Je sais qu'il y avait Golochoglova, l'influenceuse Golochoglova, avec Raska et d'autres influenceurs qui avaient fait aussi du coup une soirée de concert de soutien à la Palestine. Print for Palestine, du coup, c'est le fait que des photographes se regroupaient pour vendre des prints en ligne et reverser tous les bénéfices à, je crois, Médecins Sans Frontières, Human Appeal et des cagnottes directement de Gazaoui. Il y a Max Contre-Attaque aussi qu'on avait reçu sur le podcast qui a plusieurs fois mis en place des commandes personnalisées ou des prints dont les bénéfices aussi étaient reversés à des cagnottes de Gazaoui. Il y a Atelier Varicelle par exemple, que je reçois d'ailleurs dans le prochain épisode, donc on en parlera à ce moment-là aussi. Mais dès qu'elle sort une collection de poterie où il y a des messages militants dessus, elle choisit une association par collection à laquelle elle va reverser 10% de ses bénéfices. Et cette année, par exemple, c'est les Dévalideuses, qui est une asso qui visibilise les problématiques autour du handicap mental et physique, que j'aimerais beaucoup recevoir aussi d'ailleurs sur le podcast. Je pense que je vais leur proposer dans pas trop longtemps. Voilà, il y a faire des cagnottes ou des concerts de soutien, c'est hyper important. Et puis à plus grande échelle, il y a aussi par exemple Amine Mathieu qui a fait ça il y a pas longtemps, avec d'autres streamers, je sais plus qui, mais voilà, et ils avaient récolté beaucoup d'argent. Sinon, il y a aussi, par exemple, le Z-Event, tout quoi, qui est super connu sur Twitch. Moi, je trouve que c'est bien, quoi, tout ça. Genre, oui, récoltons des sous et mettons-les aux bons endroits. Et moi, je pense que ça peut être très fort. À Lyon, il y a des soirées de soutien aussi, souvent pour des tiers-lieux, par exemple, pour des tiers-lieux dont on a déjà parlé pas mal de fois sur le podcast, pour récolter des fonds, pour pouvoir payer quelques loyers en plus. Enfin, voilà, je pense que c'est un outil qui est super intéressant, les récoltes de fonds, les cagnottes, voilà, et que c'est un outil dont il faut se servir. En tant qu'artiste aussi, on a des scènes, et quand je vous disais parler en public, je pense que la scène, c'est quelque chose qu'il faut investir aussi. Donc voilà, si on en a la possibilité, et pas forcément sur notre lieu de travail à nous, parce que c'est pas facile aussi de se mettre en porte-à-faux face à ses employeurs, donc on peut essayer d'aller sur les scènes d'autres artistes aussi, ou des choses comme ça, mais on peut essayer de trouver un moyen pour que nos employeurs soient d'accord pour, avant des spectacles, ou après des spectacles, ou avant des concerts, diffuser des messages, des vidéos, ou faire un discours sur ce qui se passe en ce moment dans la culture et autour. Nous, on était allés au GZ la dernière fois. Pardon, je parle comme si vous connaissiez tous, mais c'est une salle de concert à Lyon, et à Vaux-en-Velin à côté. Et du coup, on était montés sur scène avec Culture en lutte, avec l'accord de l'équipe sur place évidemment. Et on avait eu droit à 5 minutes pour faire un discours sur les problématiques de la culture aujourd'hui. Et les gens nous avaient écoutés, les gens nous avaient applaudi, il y a des gens qui ont pris notre Insta, etc.
Je pense que c'est des choses qui sont importantes et qui sont souvent bien reçues. Alors ça, attention, je dis ça, mais d'un coup, je vais me contredire. C'est que je sais que par exemple à Lyon, il y a eu des prises de parole sur la scène de l'opéra ou de l'auditorium qui ramènent un public un peu différent, souvent. Et ça a été très très mal reçu par le public. Donc c'est pas évident et voilà, il faut pas se dire que c'est facile. Mais c'est possible en tout cas. Dans les autres choses que j'ai notées, c'est faire attention à sa consommation, dans la mesure du possible, encore une fois, mais pour le même prix. Parfois, vous allez acheter un livre, déjà par exemple un livre, avec les prix du livre, le livre a le même prix partout, plutôt qu'aller acheter un livre sur Amazon ou à la Fnac, aller acheter un livre dans une librairie indépendante. C'est un fort message politique. Pareil pour vos CD, etc. En fonction de où vous allez mettre vos sous, ça change tout. Il y a même certaines plateformes de revendeurs qui sont détenues par des gens pas foufous de billets. Donc voilà, faire attention un peu à sa consommation et où est-ce qu'on va consommer des choses. Par exemple, je sais pas si vous achetez votre billet pour la fête de l'UMA, achetez-le sur le site de la fête de l'UMA et pas à la Fnac. Tu vois, c'est des trucs des fois dont on pense pas. C'est des choses des fois auxquelles on pense pas, mais qui sont vraiment utiles et importantes. Si on va voir des concerts, hésitons pas à aller voir des concerts aussi dans les petites salles. Si on va au cinéma, est-ce que le film qu'on veut voir, il n'est pas aussi accessible dans un cinéma indépendant à côté de chez moi, plutôt que dans un gros UGC, etc. Important de mettre ses sous aux bons endroits et de consommer chez des petites salles, des tiers-lieux, chez des artistes indépendants aussi, et de faire attention à certaines maisons d'édition, etc. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode parce que j'ai trouvé une libraire. Ça fait des années que je cherche une libraire pour celles qui suivent bien le podcast assidûment, non, je rigole. Mais ça fait des années que je veux interviewer une libraire et j'ai trouvé une libraire. Donc on va parler de prix du livre, on va parler de maison d'édition, de qui détient quoi, et je trouve que c'est hyper intéressant, donc j'ai trop hâte de vous partager ça. Enfin voilà, là où on met notre argent, c'est hyper important, et n'hésitez pas à mettre votre argent sur aussi des artistes qui s'engagent, sur des artistes qui portent des luttes. Voilà, il y a plein de personnes qui tiennent des boutiques en ligne, des Ko-fi, des Patreon, des Tipeee. Il y a aussi plein de personnes du coup qui proposent des concerts, des petits drag shows, des petites scènes qui ont du merch à vendre à la fin de leur concert et tout. Sachez qu'à chaque fois que vous allez acheter des trucs comme ça, vous allez mettre votre argent vraiment dans quelque chose qui va impacter la vie de la personne. Donc bien sûr, toute proportion gardée. Moi-même, je consomme pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de thunes. Mais voilà, c'est plus quand vous voulez mettre votre argent, juste n'hésitez pas à vous renseigner un peu de où, qui, quoi, pourquoi. Et je pense que c'est hyper important et c'est un peu comme le boycott en fait, mais dans l'autre sens. C'est le soutien du coup financier à des projets qui vous tiennent à cœur. Je pense que ça peut être hyper impactant. Et dans la même veine, sans parler d'argent, n'hésitez pas à partager le travail d'artiste que vous aimez, à partager des messages que vous aimez, à apporter de la force et du soutien à des discours. C'est pour ça que je vous recommande des gens à chaque épisode. C'est que pour moi, il faut qu'on se mette en avant les uns les unes les autres, qu'on visibilise le travail des personnes qui s'engagent. Moi, je suis toujours agréablement surprise et étonnée de voir autant de gens qui osent prendre la parole alors que c'est pas des gens riches, c'est pas des gens qui sont dans des positions de pouvoir, c'est pas des gens qui ont déjà une carrière hyper installée et tout, c'est des gens qui se mettent en porte-à-faux, en danger, et du coup il faut soutenir ces gens-là. Et du coup dans la même veine, vraiment soutenir les personnes qui s'exposent et qui prennent la parole, parce que comme j'ai dit, c'est une vraie mise en danger. Et c'est important d'apporter du soutien à ces personnes-là. Je pense par exemple aux solidarités qu'il y a autour des victimes qui osent prendre la parole autour des VHSS, des choses comme ça. C'est des personnes qui peuvent très vite se taper du harcèlement, se sentir isolées, la prise de parole publique que ces personnes vont faire. Je pense par exemple à quelqu'un qui a fait un post il n'y a pas longtemps sur ses conditions de travail dans le drag. J'ai oublié qui c'était, mais j'ai partagé le post et je trouvais ça hyper intéressant.
Et en fait, cette personne-là, je me dis toujours, en fait, cette personne-là aussi se bat pour tout le monde quand elle prend la parole. Elle se bat pour indirectement toutes les personnes qui font du drag. Et du coup, il faut aussi qu'en échange, nous aussi, on soutienne cette personne. Parce que c'est pas évident d'en parler, ça peut fermer des portes. Et du coup, il faut qu'on soutienne ces personnes-là pour en ouvrir d'autres. Dans les modes d'action, je pouvais pas faire autrement que vous parler de faire collectif. Il y a le fait de rejoindre des collectifs, des assos, des syndicats, des partis, n'importe quelle façon de s'engager collectivement sur le terrain. Il y a aussi des collectifs en ligne d'ailleurs qui se créent pour les personnes qui n'ont pas la possibilité, notamment des personnes handi, qui n'ont pas la possibilité de militer forcément sur le terrain. Le fait d'apporter son aide à ces mouvements-là, donc participer au débat, aux discussions, à la construction d'un mouvement ou d'autre chose, d'un mouvement, d'un courant de pensée, de réflexion et d'apporter nos vécus à tout ça, de participer si possible aux actions. Et ça peut être de plein de formes différentes, ça peut être des manifestations, ça peut être des actions concrètes, coups de poing, des choses qui nécessitent une mise en danger plus ou moins importante aussi. Il y a des choses qui ne présentent aucun danger. Ça peut être des collages par exemple, ça peut être plein de choses. Et on peut y participer en apportant son art, je sais pas, en faisant de la com ou du graphisme pour ces mouvements, ou alors pas du tout avec son art et juste être bénévole dedans comme tout le monde, mais un poste dans lequel notre art n'est pas impliqué, ça c'est notre choix à nous. Il y en a pour tous les goûts, c'est ça que je veux dire. Et il y a tous les postes possibles et inimaginables. Moi, par exemple, j'avais pas trop cette année d'idées d'action à faire au sein du mouvement Culture en lutte. Moi, je me suis mise pas mal là-dedans. Et du coup, au lieu de focus mon attention sur quelles actions mettre en place et tout, il y avait des gens qui avaient bien plus d'idées que moi. Moi, je me suis plus focus sur comment faire en sorte qu'en interne, le mouvement se déroule bien, parce qu'il y avait pas mal de problématiques de sexisme, etc. Au sein du mouvement. C'est un mouvement très blanc aussi. Et du coup, savoir comment on essaye d'avancer sur ces questions-là, moi, ça m'intéressait beaucoup et j'ai mis plus mon focus sur ça. Apporter d'autres publics que des syndicalistes convaincus, quoi. Donc ça m'a beaucoup intéressée et c'est pour vous dire, vous pouvez chacun et chacune trouver votre utilité aux endroits et votre façon de voir apportera, quoi qu'il arrive, au mouvement. Je pense par exemple à des assos comme le Secours Pop et le fait que on peut proposer, je sais pas si vous étiez au courant, mais vous pouvez par exemple proposer, si vous en avez envie évidemment, au Secours Populaire des ateliers artistiques bénévolement du coup à faire au sein du Secours Pop pour les enfants par exemple des familles qui n'ont pas les thunes de leur faire avoir des ateliers de loisirs payants, etc. Au Secours Populaire ou dans ce genre d'asso, vous pouvez avoir le choix de proposer des choses, plein de choses à inventer, à penser, et c'est tout, plein de choses qui servent beaucoup, plein de façons de donner de son temps. En fait, vous allez travailler avec des gens et donner du temps bénévole pour quelque chose qui va apporter aux autres et qui va vous apporter aussi. Le but, c'est que vous vous sentiez bien dans cette activité, que vous en retiriez aussi des choses, que vous appreniez des choses, humainement et intellectuellement et plein de choses, et que ce soit vraiment un échange sur un pied d'égalité avec des gens. En ce moment d'ailleurs, il y a aussi une question d'ampleur, je pense que vous avez vu passer, je trouve que c'est intéressant de vous en parler ici. Il y a un appel national le 10 septembre, et j'avoue que personnellement, je me range pas mal du côté des gens qui pensent qu'il faut absolument le rejoindre et le soutenir en tant qu'organisation de gauche. Parce que c'est un peu le même type de mouvement, je trouve, que les Gilets jaunes. Et au début, c'est vrai qu'il y a pas mal d'assauts à gauche et de mouvements qui ont pris du temps, on va dire, à soutenir ce mouvement parce qu'elles étaient réticentes, parce que c'est vrai que ça a été des mouvements qui ont été beaucoup relayés par la droite et l'extrême droite. Il y avait des personnes, il y a des gilets jaunes qui sont d'extrême droite et de droite, et il faut pas se mentir là-dessus. Il y a des gilets jaunes qui sont hyper complotistes, il y a des gens qui pensent comme ça au sein de ces mouvements.
Et c'est important de le souligner. Mais néanmoins, je pense que c'est des mouvements dans lesquels il faut qu'on s'investisse parce que ce sont des mouvements nationaux populaires et d'ampleur et qu'il y a très rapidement un mépris des organisations de gauche sur ce genre de mouvement parce que je pense que les syndicats et les partis ont très envie d'être parfois à l'aube d'un mouvement, à l'initiative d'un mouvement, et que quand c'est pas leur mouvement, ils ont du mal à les rejoindre sous couvert de on partage pas toutes les valeurs communes, etc. Alors que l'appel le 10 septembre, par exemple, c'est vraiment la liste des points qui sont abordés dessus. C'est le programme du NFP l'année dernière, quoi. Enfin, en fait, ils se battent contre la loi de Bayrou, là, qui est en ce moment le budget Bayrou. C'est des valeurs qu'on partage. Je pense que pour pouvoir changer les choses, il faut avoir du dialogue quand on en a l'énergie, évidemment. C'est plus facile à dire quand on est privilégié que quand on ne l'est pas. J'en ai conscience. Mais en tant qu'orga de gauche, il faut, je pense, qu'on investisse ces lieux, ces mouvements nationaux, et qu'on ait des dialogues avec ces personnes-là, parce que ce sera un mouvement de gauche si on y est, en fait. Ce sera un mouvement avec des valeurs progressistes si on y est. Et si on n'y est pas, évidemment, ça va renforcer la méfiance envers les syndicats et les partis, à raison, honnêtement. Et ça va promouvoir d'autres idées qui sont peut-être beaucoup plus éloignées des nôtres, avec des visions peut-être sexistes et racistes, transphobes, j'en sais rien, aussi avec. Alors que si on y est, on peut apporter aussi des réflexions, des débats, des questions, et aussi s'enrichir des personnes qui sont sur le terrain, parce que n'empêche que les Gilets jaunes, ils ont fait un mouvement d'ampleur, et dans l'eau, il y a plein de gens qui étaient très, très progressistes sur tout point, et qui n'aiment pas pour autant les syndicats, les partis, et aussi à raison sur certains points, je comprends plein de choses. Et donc voilà, en fait, il faut juste arrêter de prendre les gens de haut, je pense, et se dire que les Gilets jaunes ou là le mouvement de blocage, je sais pas comment il s'appelle, du 10 septembre, c'est juste un mouvement de la population, c'est juste un mouvement du peuple, et que le peuple, c'est nous, et qu'il faut qu'on se parle, voilà, il faut qu'on se parle. Et qu'il faut qu'on se parle, voilà. Moi, je soutiens ça pour l'instant, parce que ça se trouve, je sais pas du tout ce que ça va donner le 10 septembre, et je verrai ce qui se passe, mais je suis convaincue qu'il faut y aller, et peut-être que je me trompe, d'ailleurs. Mais on verra. Au moins, j'aurais essayé. Voilà, on verra bien. C'est des choses dans lesquelles on peut aussi donner du temps en tant qu'artiste pour rejoindre la boucle, parce que là, je commence à m'éloigner un peu du sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, encore une fois, en tant qu'artiste ? C'est discuter avec les autres artistes. On peut discuter de nos conditions de travail, se demander si on est d'accord avec ou pas, si il n'y a pas des solutions aussi pour faire avancer ces conditions de travail-là. On peut discuter du fait que, je sais pas, on fait du stand-up et sur une scène, on n'est qu'entre mecs. Pourquoi on s'est retrouvés qu'entre mecs ce soir ? Comment on peut faire pour avoir des scènes plus inclusives ? Qu'est-ce qu'on peut remettre en question de notre côté ? Parce que si on est qu'entre mecs, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des meufs ou des personnes en minorité de genre qui ne postulent pas parce qu'elles se sentent peut-être pas à l'aise avec nous. Peut-être qu'on n'est pas une safe place pour ces personnes-là. Peut-être qu'elles ne veulent pas nous rejoindre pour certaines raisons. Voilà, remettre en question du coup son univers, questionner nos façons de faire, questionner plein de choses, se demander pourquoi on parle pas assez, se demander ce qu'on pourrait faire entre nous pour être plus informés, pour avancer un peu plus sur certaines questions, aller un peu plus loin. Parler autour de nous, c'est déjà un acte militant énorme qu'on oublie et qu'on sous-estime parce qu'on pense que le militantisme, c'est aller en manif ou partager un post sur les réseaux. Le militantisme, c'est aussi du quotidien, en fait. Comme je vous l'ai dit un peu plus haut, c'est se remettre en question, échanger aussi son environnement proche dans ce sens-là. Et d'ailleurs, pour moi, le premier militantisme, c'est un militantisme très local. Et du coup, en fait, juste participer à la vie locale. Donc, aller dans des soirées de tiers-lieux locaux, aller dans des assos de quartier, dans des MJC, participer à des petits débats, des petits événements autour de chez nous. D'ailleurs, aller voir de la musique, du stand-up, des drag shows de la scène locale.
c'est des choses qui sont hyper importantes. Parce que souvent, on va aller consommer des artistes hyper connus. Si je prends le drag, on va aller consommer du Drag Race. Drag Race, déjà, c'est très loin de représenter toutes les formes de drag et toutes les personnes aussi qui font du drag. Drag Race, c'est engagé de base. Enfin, pour moi, on peut pas dire que Drag Race, ça n'a pas un impact positif quand même. Parce que voilà, le drag, c'est politique et le fait de le mettre en avant, c'est politique. Et je trouve quand même que Drag Race France, c'est moins pire que Drag Race US sur les luttes que ça met en avant et tout. Ça parle quand même un peu de lutte parfois. Mais il y a quand même un côté, qui reproduit certaines choses et qui remet pas beaucoup en question la surproduction, le capitalisme. Enfin voilà, il y a quand même plein de problèmes, je trouve, dans Drag Race. Et en plus, c'est quand même une émission qui a beaucoup de moyens, ce qui est très chouette. Mais du coup, au lieu de donner notre temps d'attention uniquement à Drag Race France, qui en a peut-être beaucoup moins besoin que des artistes locaux, et allons voir et allons payer et soutenir des artistes drag autour de chez nous, parce que faire Drag Race, c'est déjà un budget énorme pour les artistes. Alors que sur la scène locale, il y a plein d'artistes qui sont super précaires, mais tout aussi talentueux, talentueuses, et qui méritent notre attention. Et des drags, vous en avez, mais partout. Vous en avez dans plein de petites villes, vous avez du drag, et je pense qu'on s'en rend pas compte des fois, mais il y a vraiment du drag dans beaucoup d'endroits maintenant. Et je sais pas, à Lyon, alors Lyon c'est une énorme ville, hein, mais à Lyon il y en a énormément quoi. Donc allez consommer le drag lyonnais, je vous en supplie, c'est trop bien. Donc n'hésitez pas à consommer par exemple le drag lyonnais, vraiment il y a de quoi voir les choses. Et pareil, il y a de la vie militante locale, il y a plein de petits conseils de quartier, il y a le fait qu'on peut interpeller des élus locaux, participer à des prises de parole de la ville, etc. Et une dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que là, je parle au milieu artistique ou au public du milieu artistique, mais ça vaut pour tout le monde en France en vrai, parce que il y a beaucoup de gens qui vont pas bien du tout. Enfin, là, collectivement, c'est difficile, hein. Surtout si ce que Bayrou a proposé est mis en place. Enfin, voilà, stop, on n'en peut plus, quoi. Prendre soin, je trouve que c'est déjà un acte militant important. Prendre soin, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être prendre soin des militants autour de nous, s'assurer qu'après certains débats, les personnes se sentent bien, parce que parfois ça peut être hyper dur de se confronter à certaines idées, façons de dire les choses, etc. Donc demander aux gens s'ils vont bien, demander aux gens si elles ont besoin de soutien, prendre soin de ses amis, de ses proches, faire attention à comment on s'adresse aux gens, parfois dans certaines situations où la vie elle est déjà difficile. Donc prendre soin des gens autour de nous. Il y a aussi plein d'actes de solidarité. Bon, je suis en train de vous spoiler le prochain épisode, mais Atelier Varicelle, par exemple, disait que elle, c'est grâce à sa communauté qu'elle a pas fini à la rue, en vrai, après que sa maison ait brûlé. Il y a des personnes qui mettent en place plein d'actes de solidarité. Dans la communauté LGBT, par exemple, il y a pas mal de personnes trans qui vont mettre en place des cagnottes pour des torsos, etc. C'est des actes aussi de solidarité, de care, de partager ça, de participer si on en a la possibilité à ça, de s'écouter, de se remettre aussi en question. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de choses que je fais mal et que du coup, j'essaye de faire un peu mieux. Mais en tout cas, prendre le temps pour les gens qui nous entourent et prendre soin d'elles, c'est déjà très bien. C'est déjà aussi très bien. Et dans cette veine-là, et ça c'est quelque chose que j'ai du mal à mettre en place aussi, mais c'est prendre soin de soi, surtout quand on est une personne minorisée. Du coup, on va devoir souvent, on va devoir systématiquement parler plus fort pour se faire entendre, travailler 10 fois plus pour se sentir légitimé dans son travail, pour être écouté, pour être reconnu par ses pairs dans son travail. On va devoir donner 10 fois plus d'efforts pour chaque chose qui
on va devoir donner 10 fois plus d'efforts pour plein de choses de notre vie quotidienne. Et en plus, ça arrive quand même aussi souvent que des personnes minorisées soient plus empathiques et du coup, elles donnent plus de temps. Et du coup, qu'elles donnent plus de temps aux autres parce qu'elles se rendent compte que ça ferait peut-être du bien à machin si je l'aide sur ci, à machine si je l'aide sur ça. Et on va souvent être assez généreux aussi avec notre temps. Et en fait, on va très vite aussi s'épuiser. On est souvent très vite épuisé. Et les communautés les plus minorisées, souvent, voilà, encore une fois, doivent faire 10 fois plus dans leur quotidien pour tout. Et du coup, prendre soin de soi, même si j'aime pas cette formulation parce qu'on dirait que c'est dû à nous, alors que, en fait, si on va pas bien, c'est dû au capitalisme. mais justement, en fait, s'autoriser juste des moments entre nous et nous-mêmes, s'autoriser des soins, du love, du self-care, c'est aussi politique, voilà. Prenons du temps pour nous, on a le droit, et c'est pas égoïste des fois de juste penser un peu à sa gueule aussi, parce que lutter c'est pas drôle, c'est pas facile, c'est pas évident, et que la vie on a le droit de la vivre aussi quoi. Moi des fois j'oublie un peu que j'ai le droit de juste vivre, voilà, gratuitement, sans rien faire. J'ai l'impression de tout le temps être dans une sorte de lutte continuelle alors que j'ai aussi le droit de vivre pour moi sans donner de mon temps à tout ce qui se passe autour. Voilà, des fois c'est bien de juste se reposer et c'est légitime et c'est ok. Il y a des milliards de choses que j'ai pas dites. Par exemple, il y a plein de choses qui me viennent, mais dans les cagnottes solidaires ou les soutiens, les concerts de soutien, je sais qu'il y a aussi des fripes solidaires, plein de choses qui se mettent en place, qui sont trop chouettes. Je crois par exemple que c'est ce qu'avait fait le gros projet. Voilà, il y a plein de belles choses qui se mettent en place. Il y a des pétitions, il y a plein d'autres formes d'action dont j'ai pas du tout parlé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager, vous, des modes d'action qui vous parlent, des choses que vous pensez qui sont possibles d'être mis en place, en essayant de rester dans le thème de la culture, un peu plus que moi parce que j'avoue que j'ai un peu débordé. N'hésitez pas aussi à partager des artistes que vous trouvez engagés, qui vous font du bien à écouter, à regarder, à voir. Je sais que le mot engagé est un peu galvaudé et tout. Mais voilà, pour une fois, je vais vous donner mon avis un peu brut. Je m'en fous que ce soit pas très constructif. Mais les débats autour des mots, des fois, ça me fait un peu chier. Voilà. On a eu ce débat pas mal dans mon entourage et je comprends et ça m'intéressait et tout. Hein. Je remets pas en question, mais sur le fait d'appeler un artiste engagé, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, est-ce que ça le met pas sur un piédestal? Et nan, et nan. Moi, j'avoue que juste quand j'entends artiste engagé, j'imagine quelqu'un qui se bat pour une cause sociale ou écolo. Voilà, pour moi, c'est clair dans ma tête et c'est un peu ça. Et ça veut pas dire que c'est une personne parfaite. C'est juste voilà, moi, c'est clair dans ma tête. Donc, quand je vous demande ça, c'est dans ce sens-là. Mais je sais que ça peut être galvaudé et j'entends que ce soit pas un terme forcément parfait de dire que quelqu'un est engagé de lui mettre cette étiquette ou pas. Mais moi, ça m'aide. Voilà, je trouve ça clair et j'en ai besoin de savoir qui, comment, quoi. Et voilà, c'est dans ce sens-là que je vous le dis. On se comprend. Et n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord, c'est ok, voilà. Mais en gros, pour résumer cet épisode et conclure, parce que là je patauge un peu dans la soupe en cette fin d'épisode, je veux dire que pour moi, il est nécessaire de recréer un imaginaire ancré dans le réel par les personnes qui le vivent. Et quand je dis par les personnes qui le vivent, c'est par toutes les personnes qui le vivent, toutes les identités qui transcendent ce réel, tous les points de vue qui transcendent ce réel, toutes les formes de militantisme qui sont possibles et inimaginables. Bah voilà, il y a encore de nouvelles choses qui me viennent en tête, mais ça peut être des actions coup de poing, mais hyper artistiques. Voilà, il y a plein de belles choses qui peuvent être mises en place. Et pour cela, il faut qu'on soit partout, il faut qu'on soit là tout le temps, il faut qu'on rappelle en fait que c'est chouette de s'aimer entre êtres humains et d'aimer la planète. Enfin, c'est quand même la base, c'est très naïf dit comme ça, mais c'est la base. Que un autre monde est possible, qu'une autre façon de faire est possible, qu'on est beaucoup et que c'est nous le pouvoir, en fait, que le peuple est légitime, que le peuple a le pouvoir, que on peut changer les choses en fait et qu'on n'est pas obligé de subir toute notre vie. Moi, je veux pas subir toute ma vie. Et on est nombreux et nombreuses quoi. Enfin, on est beaucoup et on peut
Changer les choses, n'oublions pas ça. L'espoir, c'est une arme, je pense, peut-être la plus grosse. L'espoir avec un passage à l'action derrière, évidemment. Mais l'espoir, c'est trop important et montrer qu'on est ensemble, qu'on est plus fort. Et tout ça pour redonner le pouvoir aux gens et leur dire qu'elles peuvent choisir l'avenir collectif et qu'elles peuvent aider à choisir l'avenir collectivement de notre petite humanité. Voilà. Donc, comme le propose BDS sur ses boycotts, je vous propose que l'on se focalise chacune sur 1, 2 ou 3 petits points de cette liste de choses qu'on peut faire cette année, qu'on choisisse tous 1, 2 ou 3 choses que l'on peut mettre en place pour aider à la cause. Moi, j'ai un peu déjà choisi, mais déjà le collectif, c'est important pour moi et je fais des trucs de collectif, donc ça me plaît. En deuxième chose, il y a l'information que je trouve vraiment trop importante et c'est tout le but de ce podcast, donc c'est là-dedans que j'aime mettre mon temps. Et en toutes petites actions, je dirais que les 2 que j'aime le plus, que j'arrive le plus à faire assez facilement, c'est du coup le boycott et puis le fait de soutenir les petits événements locaux, j'adore ça, ou les petits artistes, voilà. Et il faut absolument que cette année, moi, je me focalise sur aussi Take Some Rest, mais je vous en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant, donc dites-moi en commentaire s'il y a d'autres façons de faire d'après vous. Dites-moi en commentaire s'il y a des artistes ou des collectifs, etc., que vous voulez voir plus mis en avant. Voilà, partagez-moi des noms et je verrai si je me sens en accord avec les valeurs et que je suis chaude de les partager et voire de les inviter sur le podcast. Et dites-nous aussi ce que vous mettez en place facilement dans votre travail. Je vous remercie énormément d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast de différentes façons et que j'en ai vraiment besoin de votre aide pour que le podcast survive. Donc vous pouvez l'envoyer à vos proches, que vous pouvez le partager sur les réseaux, que vous pouvez interagir avec le compte Instagram, que vous pouvez interagir aussi avec le contenu sur les plateformes, sur YouTube, et que vous pouvez aussi soutenir le podcast sur la page Tipeee de façon ponctuelle ou mensuelle à partir de 1€. Et je tiens à remercier déjà les 8 tipeurs et tipeuses qui suivent le podcast de façon mensuelle. Un grand merci à vous. À partir de août, le podcast reprend sa programmation habituelle. Je pense que vous en êtes rendu compte. Mais même si je n'ai pas failli au fait de sortir un podcast toutes les 2 semaines, qui est le strict minimum que j'ai envie de faire, il y a quelque chose qui a pêché ces derniers mois sur le podcast, c'est que j'ai pas eu le temps d'inviter des gens ces 2 ou 3 derniers mois. Ça fait longtemps que j'ai invité personne. J'ai quand même fait un épisode participatif, donc c'était cool. Mais j'ai pas eu d'invité à proprement parler parce que je n'avais plus aucun temps. Mais je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai enfin aussi repris de l'avance sur les podcasts. C'était une grosse problématique, c'est que j'avais perdu mon avance et j'ai été incapable de la rattraper. Donc là, c'est le dernier podcast que j'enregistre seulement quelques jours avant sa sortie. Mais j'ai déjà enregistré 2 podcasts et j'en enregistre 2 la semaine prochaine. Donc là, j'ai avec invité. Là, j'ai des épisodes sous le coude. Enfin, en termes d'invités en tout cas. Mes épisodes solo, je les ai pas encore tournés. Mais j'ai de quoi sortir des épisodes déjà jusqu'à novembre. Et je connais déjà mon invité de décembre. Donc je suis très heureuse et soulagée. Et je vais pouvoir me concentrer au fait en août d'enregistrer des épisodes solo en avance. Pour que moi je sois plus chill sur la programmation et que vous ayez des épisodes qui reviennent de façon encore plus qualitative parce que j'aurai eu le temps de bien écrire tous mes trucs et de mettre mes idées en place. Donc voilà, merci pour votre patience et désolée pour ce rythme en demi-teinte ces derniers temps. C'était lourd en termes de charge de travail pour moi sur d'autres projets. Mais j'ai hâte de vous retrouver à partir d'août pour retrouver notre rythme de une invitée par mois, en plus des épisodes solo et tout. Et aussi, en septembre, je vous l'annonce tout de suite,
j'ai décidé de complètement revoir mon compte Instagram de La Lame Podcast. Donc il va y avoir pas mal de changements et des nouveaux formats aussi là-dessus. Parce que concrètement, mes posts là, personne n'interagit avec et c'est ok. Je sais qu'ils ne fonctionnaient pas et j'avais pas le temps de les changer. Donc là, je suis en train de tout remasteriser pour qu'à partir de septembre, il y a un peu de renouveau par là aussi. Donc je pense que ça pourrait être plus intéressant pour vous également. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie énormément. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Au revoir.